Nous sommes forêt. 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 Nous sommes Nous forêt. sommes forêt. Nous 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 sommes forêt. Ils, elles, sont naturalistes, gardes forestiers, artistes, thérapeutes, activistes, chercheurs, charpentiers, voire même politiques. Chacune et chacun partagent le même engagement, celui d'œuvrer corps et âme à la vie de la forêt, avec et pour les arbres. Ce podcast donne la parole aux gardiens et aux défenseurs des forêts. Pour ce premier numéro du podcast Nous sommes forêt, j'ai le bonheur et la chance de rendre visite à Marine Calmet, juriste en droit de l'environnement et porte-parole du collectif Hors de question, qui s'est opposé au projet minier Montagne d'Or en Guyane. Marine Calmet est aussi la cofondatrice de l'association Wild Legal, qui s'est donné pour mission de former les futurs gardiens des droits de la nature. Marine Calmet, bonjour. C'est un vrai plaisir d'être ensemble pour cette première discussion autour des forêts, cette première discussion de Nous sommes forêt. Et ce qui est assez amusant, ce qui peut paraître paradoxal, c'est que nous ne sommes pas en forêt, mais nous sommes en pleine ville. Nous sommes ici à Paris, nous sommes chez toi, sur ton balcon, et où en fait nous sommes cernés par du végétal, nous sommes cernés par cette forêt que tu as cherché à mettre en place autour de toi. Alors peux-tu nous dire où sommes-nous et ce qui se passe ici ? Effectivement, ce balcon, j'ai commencé à le fleurir notamment pendant le confinement. Avant, je voyageais beaucoup trop pour entreprendre ce genre de projet. Et là, je me suis dit qu'il était temps de faire cette mini-forêt autour de moi. Et donc, j'ai commencé à planter, aussi dans l'idée que je voulais rendre quelque chose de bien à cette ville. Donc, toutes les espèces qui sont là, la plupart sont des espèces mellifères, pour qu'elles puissent nourrir les abeilles. Donc c'est vraiment une démarche active de se poser la question quelles espèces, dans quel but et pour quel écosystème. Donc je suis toujours ravie de voir qu'il y a plein de papillons, d'insectes et d'abeilles qui viennent ici. Et j'ai même mis une petite maison, j'attends toujours des colocataires à plumes en ayant d'autres espèces qui partagent cette maison avec nous, enfin cet appartement. Moi, en tout cas, quand je pense à toi vraiment comme une passionnariat de la nature, des arbres, qui est engagée depuis plusieurs années sur les droits de la nature, principalement au sein de l'association Wild Legal. Comment s'est passée cette prise de conscience pour toi des droits de la nature, de l'enjeu des droits de la nature, et puis aussi cette place peut-être particulière que peuvent occuper les arbres dans ce monde du vivant qui nous entoure et qui nous compose ? En fait, c'est très lié à mon parcours personnel parce qu'une fois que j'ai eu mon diplôme d'avocate, je cherchais un cabinet en droit de l'environnement pour commencer à m'engager professionnellement dans cette voie. Et je me suis rapidement rendu compte qu'en fait, ces fameux cabinets en droit de l'environnement, pour la plupart, sont d'ailleurs les avocats de grands groupes qui détruisent la nature. Et face à ce constat, j'ai quitté l'idée pour le départ, en tout cas, de devenir avocate. Et je me suis engagée aux côtés des peuples autochtones en Guyane en prenant connaissance de l'alerte qui était tirée par eux de voir en fait s'installer sur le territoire de Guyane un projet comme Montagne d'Or. Montagne d'Or. Ça, c'est ce que tu racontes dans ton ouvrage. C'est la façon dont à un moment donné, tu prends ton sac, tu fais ton barda et tu prends l'avion et tu débarques en Guyane. C'est ça. L'avocate parisienne, ou en tout cas la jeune avocate parisienne qui décide de passer de l'autre côté et de rentrer dans cette jungle par rapport à la Guyane. Oui, c'est ça. On atteignait un tel seuil de monstruosité dans le concept même de cette mine et de double discours dans ce qui a été le discours officiel de protection de l'Amazonie, du climat et de la réalité du terrain, cette espèce de bipolarité évidente dans le message politique du gouvernement. Puis je me suis dit, il faut que j'aille voir en fait. Et donc j'ai contacté les collectifs locaux, notamment du collectif Hors de question, dont je suis devenue par la suite porte-parole d'ailleurs, et les réseaux amérindiens de Guyane. Et
trouvé les financements, je suis partie en Guyane. Et ça m'a convaincue en fait de l'urgence de prendre conscience de la situation aussi outre-mer qui est trop méconnue. J'ai pris l'avion, je suis arrivée à Cayenne, je suis montée dans un gros 4x4 pour aller à Saint-Georges, puis jusqu'à Trois-Sceaux. C'est au fin fond de la Guyane, il faut 2 jours de pirogue pour y arriver. Et ce qui était impressionnant pour moi, c'est que j'avais la première fois cette vision de ce fleuve immense de l'Oyapock qu'on a remonté pendant des jours entiers et de cette forêt qui ne s'arrêtait pas, et j'avais l'impression de rentrer à la fois dans un temple parce que cette forêt elle est extrêmement puissante, elle est magnifique, elle est imposante et en même temps elle est extrêmement fragile. Cette forêt on peut la nommer parce qu'en fait la Guyane c'est une portion de la forêt amazonienne qui est sous la l'égide, sous la garde de la France en quelque sorte. C'est ça, dont la France est supposément la garante de son intégrité. Et pourtant, les premières choses dont on m'a parlé en Guyane, c'est notamment le braconnage, la coupe d'arbres que j'ai pu constater par moi-même, l'orpaillage illégal et la pollution des sols et la destruction des écosystèmes amazoniens qui sont liés à ces activités clandestines. Et donc elle est assaillie de toutes parts en fait, cette forêt. Et c'était important pour moi de raconter du coup l'impact extrêmement fort que cette forêt a eu sur moi parce qu'immédiatement je me suis sentie aussi la responsabilité de la protéger. Puis après, il y a découvrir aussi ces peuples qui y vivent, qui s'y sont totalement habitués dans le sens où finalement c'est leur mode de vie, leur quotidien est dans la forêt. Pour nous, c'est un monde complètement différent. Il y a plus de lit, on dort en hamac, il n'y a plus de douche, il n'y a plus de baignoire ou de toilette. Le fleuve est le lien de la vie partout et la base de tout. Et la forêt est à la fois un lieu où on va chercher les plantes médicinales, chercher à manger, mais aussi un lieu où il y a des histoires sacrées, où il y a encore des vestiges du passé. Et donc, c'est ça qui est très intéressant, c'est que c'est une forêt qui n'est pas juste un écosystème, mais qui est vraiment le lieu de vie, le milieu de vie, dans lequel l'être humain, et en tout cas moi, est insignifiant, est tout petit. Et c'est ça qui est important, c'est que ça nous ramène à une certaine forme d'humilité. Cette forêt, elle peut nous engloutir d'un moment à l'autre. Et en même temps, c'est à la fois une forêt qui fait peur et une forêt extrêmement chaleureuse et accueillante, dans le sens où en fait comment dire, elle est c'est à la fois une mère et en même temps une déesse, dans le sens où elle a un rapport, elle nous fournit à manger, elle nous fournit ce dont on a besoin pour vivre, mais elle peut être aussi vengeresse et il faut la respecter. Il y a quelque chose que tu évoquais lorsqu'on préparait cette discussion, c'est que ces peuples qui vivent là-bas en Guyane, en fait, tu me disais, ils se sont adaptés à la forêt. C'est pas simplement qu'ils vivent avec elle, c'est qu'ils vivent en son sein en quelque sorte. Et toi de ton côté, est-ce qu'il y a comme ça qu'est-ce qu'il y a eu comme une expérience un peu fondatrice ou une expérience vraiment où il y a eu un avant et un après dans cette immersion que tu as pu vivre, expérimenter, traverser durant ces semaines, puisque de mémoire tu es resté 4 mois, c'est ça là-bas, la première fois 4 mois. Au sein de ce temps dans cette Amazonie française? Moi, ce qui m'a le plus perturbée, c'est la distorsion du temps et de l'espace. Parce que d'un coup, on ne peut plus voyager vite. On est soumis à la forêt, on est soumis à l'étendue des fleuves, etc. Donc, tout ce qu'on a l'habitude de pouvoir faire en métropole très vite n'existe plus. Les moyens de communication n'existent plus, puisqu'il n'y a plus de téléphone, plus d'internet. Et en fait, le temps s'arrête d'une certaine manière, puisqu'en fait, on n'est plus soumis à ces injonctions du quotidien qu'on vit chez nous. On est déconnecté, on est dans la forêt. Et pour moi, ça a été une respiration aussi, de pouvoir me concentrer sur ce que j'étais en train de vivre là-bas, de ne pas être rattachée à la technologie, mais au contraire de pouvoir vraiment prendre le temps de comprendre ce qui était en train de se passer. Il faut savoir que l'intérieur du territoire de Guyane a un statut très particulier.
Là, pour la sirène qui passe derrière, c'est un hommage au milieu urbain justement dans lequel nous sommes, puisque nous sommes en plein cœur de Paris, environnés de végétal, qui est un peu le domaine, la mini-forêt que Marine a fait pousser autour d'elle durant le temps du confinement. Mais voilà, nous sommes avec les us et coutumes de la communauté humaine technologique. Tout à fait. Là, maintenant, tu t'apprêtes à nous parler du statut du territoire. statut, parce que c'est 1, important. 2, 3, c'est bon. L'intérieur des terres de Guyane, il a un statut très particulier. C'est avant ce qu'on appelait le territoire de Linini, qui était en fait déconnecté, qui avait un statut à part. Parce que, alors au départ, pour des raisons un peu inattendues, il se trouve que certains explorateurs avaient entrepris justement de remonter ces fleuves avec les moyens de l'époque, et s'étaient perdus en forêt, étaient décédés. Et las de devoir faire face à des expéditions pour aller chercher ces explorateurs, le gouvernement avait décidé tout simplement d'interdire l'accès. Et aussi parce que il y avait un accroissement du nombre de voyages un peu exotiques organisés par des compagnies pour aller voir les autochtones, les sauvages, dans les villages amérindiens, sauf que c'était aussi lié à une certaine forme de voyeurisme. Et aussi, malheureusement, ça comportait des risques, notamment sanitaires, de transmission de maladies auxquelles ces peuples n'étaient pas prêts. Donc la décision a été prise pendant un moment de transformer le statut de ce territoire, qui est aujourd'hui, sur une grande partie encore toujours, pour lequel il faut une autorisation préfectorale pour accéder à la demande justement aussi des peuples autochtones qui souhaitent conserver une forme d'intimité et pouvoir justement empêcher des intrusions sur ce territoire non souhaité par les villages. Donc il y a, quand je dis qu'on sort du temps, on sort aussi du territoire, on rentre dans quelque chose qui est très particulier et assez figé dans le temps, parce que justement il y a eu aussi une rupture à la demande des autorités coutumières locales, mais aussi du fait de l'État français qui a créé un statut vraiment à part pour ce territoire de Guyane. Une autre dimension qui t'a, je crois, très fortement touché, c'est la question de la pluie. De la pluie dans cette forêt tropicale humide. Et donc, alors, qu'est-ce qui est particulier? Donc, il n'y a pas simplement des arbres et du vert et de l'ombre, il y a aussi de la pluie. Il y a aussi énormément de pluie. Mon souvenir, justement, quand j'arrive pour la première fois, qu'on monte dans cette pirogue, c'est qu'on a une grande bâche. On est obligé de se mettre sous cette bâche tellement il y a une pluie torrentielle qui s'abat tout le temps sur nous. Je ne connais pas ce territoire. Je suis sous cette bâche, dans cette pirogue. Je n'ai jamais vu le piroguier de ma vie. Lui arrive à conduire cette pirogue alors que moi, je ne vois même pas à 2 mètres devant moi. Et donc, tout ce que je peux faire, c'est finalement lui faire 100% confiance, me blottir au fond de la pirogue alors même que j'entends le raclement de branches, de cailloux le long de la coque et je me dis qu'est-ce que je fais? Je vais crever ici. Et si on a le moindre accident, on n'a ni réseau internet ni moyen de communication. Donc je suis obligée de lâcher prise en fait complètement sur ce qui est en train de m'arriver et de faire confiance à cet homme qui navigue comme ça entre des obstacles invisibles. Je ne sais pas comment il fait. Et c'est là qu'on voit aussi en fait, qu'ils sont le fleuve, ils sont la forêt, et quand on dit qu'ils se sont adaptés à leur écosystème, c'est qu'ils voient des choses que nous, on ne voit pas. Et c'est impressionnant, en fait, cette capacité à être en adéquation complète avec son milieu. Et il faut savoir qu'au-dessus de l'Amazonie, il y a des fleuves volants. Ces fleuves volants, ils sont générés, en fait, par toute l'eau qui est relâchée par la forêt. Des centaines de litres d'eau chaque jour qui partent en évaporation depuis les feuilles des arbres et qui le matin créent des brumes qui serpentent de la même façon que les fleuves au-dessus de la forêt. Et donc ces fleuves volants, j'adorais les observer. C'est rivières atmosphériques, comme on appelle impressionnante. ça aussi. Impressionnante. Et c'est là qu'on percute en fait que la rivière respire, la forêt respire. Qu'elle respire le même air que nous, qu'elle est aussi on est dans un vivant complet et entier et complexe,
Avec des poumons qui sont à la surface du territoire et qui respirent et qui inspirent et qui expirent, Oui. y compris de la vapeur d'eau, à une échelle démesurée. C'est vraiment aussi très marquant parce que d'un coup, on comprend à quel point on fait partie de ce tout. Et c'est extrêmement beau. Enfin, je trouve que ça inspire un respect extraordinaire vis-à-vis de cet écosystème complexe. Et c'est aussi la première fois de ma vie où j'entends autant de bruit. C'est-à-dire que la forêt ne se tait jamais. Elle est la nuit comme le jour, bruyante de toutes ces espèces, des singes hurleurs, des insectes de toutes sortes, des oiseaux, avec des bruits bizarres pour quelqu'un qui vient de la ville où justement qu'est-ce on qui est habitué. Qu'est-ce qui est le plus sonore ou qu'est-ce qui est le plus bruyant, la ville ou la forêt? Enfin, ou la ville ou la forêt amazonienne? En fait, la forêt, elle a des bruits, on pourrait se dire, qu'est-ce que c'est, mon Dieu, mais... En fait, quand on n'est pas habitué, on se dit, mais quel animal peut bien faire ce bruit? Et donc, au début, ça a un aspect angoissant. Moi, je me souviens, la nuit, il fait noir, il faut aller aux toilettes. On est tout seul, dans le noir absolu et complet, puisqu'il n'y a pas d'électricité. Et on a tout autour de nous des bruits dont on ne connaît pas l'origine. C'est hyper insécurisant. Mais en fait, en rentrant en métropole, je m'étais tellement habituée à ces bruits de la forêt qu'aujourd'hui, je trouve que ces bruits de la ville sont d'une agressivité bien plus dure et pour moi bien plus forte en fait que les bruits de la forêt parce que j'ai appris à la connaître et que je sais quel animal désormais fait quel bruit. Oui, il y a les bruits de la machine et il y a les bruits du vivant, quoi. Mais les bruits des humains sont beaucoup plus épuisants en fait. Beaucoup plus dans une brutalité en fait aussi parce qu'elles sont liées à des machines, parce qu'elles sont liées aussi à des comportements qui sont beaucoup moins respectueux et à Paris d'ailleurs on le sait, les bruits sont pour une grande partie liés à aussi une cause de surmortalité. C'est une agression sonore qui n'a rien à voir avec avec les bruits même très élevés qu'on a dans la forêt amazonienne. Alors, on reviendra sur la montagne d'or et sur les menaces qui pèsent encore aujourd'hui sur l'Amazonie française, sur l'Amazonie en général et l'Amazonie française. Mais revenons peut-être d'abord, tu reviens en France, tu l'as dit. Et qu'est-ce qui se passe par rapport à ça, entre ton engagement par rapport aux droits de la nature ou ton engagement par rapport aux arbres? Le projet Montagne d'Or consistait à creuser un trou béant dans les entrailles de la forêt, à coups de 10 tonnes d'explosifs par jour, un balai incessant de camions, dont le bruit justement aurait fortement perturbé les êtres vivants non humains qui peuplent ce territoire, et dont les activités auraient généré pour des dizaines, voire des centaines d'années, une pollution stockée derrière une gigantesque digue de 60 mètres de haut au milieu de la forêt amazonienne, dans lesquelles on aurait donc stocké les boues, une les décharge à résidus. ciel ouvert qu'on aura accumulé derrière un mur. Tout ça en plein milieu de la forêt. Et pour moi, ça, c'était proprement inconcevable, et aussi un vrai symbole du manque dramatique de considération vis-à-vis de cet écosystème, de sa richesse, mais aussi de son intégrité et de son droit à être respecté dans son intégrité. Parce qu'en fait, et notamment du coup aux côtés des peuples autochtones, et notamment du peuple Kalinia, qui est le peuple dont les terres sont concernées par le projet Montagne d'Or et l'activité minière sur cette zone. Ce peuple Kalinia, il s'est mobilisé très fortement, il a organisé des marches, et il a, notamment dans le cadre du débat public, qui a été organisé par la Commission nationale du débat public pour interpeller les habitants de Guyane, pour récolter des avis. Les peuples autochtones ont fait part de l'absolu refus de voir ce projet s'installer sur leur terre. D'une part parce qu'il s'agissait de terres sacrées, sur lesquelles il y a une très forte densité de vestiges archéologiques précolombiens. Donc leur histoire, leurs cimetières, leurs anciennes villes et civilisations, mais aussi parce que cette forêt, elle doit être préservée à leurs yeux. Et c'était pour moi un vrai choc des cultures, dans le sens où d'un côté, on avait des peuples qui ont une conscience absolue d'appartenir à la terre et donc de la défendre pour elle-même. Et de l'autre côté, des scientifiques, des ingénieurs, des représentants d'entreprises, de multinationales, puisque Montagne d'Or est une multinationale russo-canadienne, qui expliquaient ce projet sous un angle purement technique,
avec du coup aucun rapport au vivant. Pour eux, la terre leur appartient. Ils ont une concession, ils ont le droit d'éventrer cette terre, de raser tous les arbres, de détruire ce qu'il y a à détruire, de prendre ce qu'il y a à prendre et de repartir ensuite. Et donc il y avait un choc de civilisation qui était d'une violence inouïe parce que pour quelqu'un qui vient de ce monde occidental, c'est là qu'on prend conscience, à travers les yeux aussi de ces peuples qui ont résisté à la colonisation une fois, qui font toujours face à une politique néocoloniale, de la violence de notre droit, qui donne donc sur des terres qui sont autochtones, des concessions minières à des multinationales étrangères venues piller ce territoire. Et c'est là que je prends aussi conscience de l'inefficacité, parce qu'on est, je le rappelle, après l'accord de Paris, après la COP, on a signé des engagements et on s'est notamment engagé à préserver l'Amazonie, c'est dans tous les discours à l'époque. Et pourtant, le droit valide, autorise, tolère, légitime même ce type de projet au sein de la forêt amazonienne. Donc là, c'est pour moi un symbole extrêmement évident des failles qu'il y a dans notre droit. Et en tant que juriste, du coup, c'est à ce moment-là que je commence à travailler sur le sujet des droits de la nature, parce que je me dis, en fait, il y a un problème structurel dans notre droit, c'est qu'on considère la forêt comme une ressource exploitable. Et c'est la réponse du mouvement des droits de la nature. Il y a que, justement, en donnant un statut juridique de personne, on peut enfin rentrer dans un vrai rapport avec ces non-humains. Et donc c'est vraiment à ce moment-là que je commence à travailler activement à faire changer le droit français pour intégrer la philosophie, l'éthique du mouvement des droits de la nature et ses principes juridiques dans notre droit, parce qu'il faut redéconstruire à la racine ce rapport complètement biaisé vis-à-vis de la forêt, mais aussi des fleuves et de tous les écosystèmes et des entités non humaines qui les habitent, de déconstruire ce rapport de domination, de prédation, d'objectivation. Et donc là, il n'y a qu'un mouvement comme les droits de la nature qui peuvent y répondre correctement. L'idée de Wild Legal et de cette école, qui est aussi un incubateur, c'était de fournir à la fois le savoir et de permettre la création de quelque chose de nouveau, d'un droit nouveau. Comment on rejoint cet incubateur de Wild Legal alors ? Par divers moyens. Si on est étudiant en droit, on peut rejoindre notre programme annuel de procès simulé. Donc ce sont des programmes qui nous permettent de former nos étudiants à la théorie des droits de la nature, mais à leur faire pratiquer immédiatement par le biais de vrais procès, mais simulés. C'est-à-dire on prend des cas de scandales écologiques majeurs, on les soumet à nos étudiants, on leur donne toutes les pièces autour du dossier. Ils ont la liberté aussi d'aller en chercher d'autres, mais on leur demande de défendre des associations et de monter le cas. C'est pour ça que je parle d'incubateur, c'est qu'on incube en fait. On est sur la simulation juridique. Voilà, et on leur demande d'utiliser, par contre la subtilité est là-dedans, d'utiliser à la fois le droit existant et du droit qu'on appelle prospectif, le droit que nous créons avec Wild Legal, pour justement montrer la différence de résultats, parfois même l'absence de résultats quand on utilise le droit actuel, et le changement qui pourrait être opéré justement grâce à ce droit prospectif, grâce à ce droit d'anticipation qui est les droits de la nature. Et donc ce droit prospectif par rapport aux arbres, ça prend quelle forme ? Alors, ça peut prendre plusieurs formes, dans le sens où déjà il faut prendre conscience du statut juridique actuel de la forêt, c'est-à-dire que en théorie l'État est garant des forêts, doit en assurer la conservation. Dans la pratique, une grande partie du territoire est du domaine privé. Et dans la pratique encore, l'État est bien souvent le premier fossoyeur de nos forêts, comme j'ai pu l'illustrer avec la lutte contre Montagne d'Or. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu les mobilisations pour faire face et faire tomber ce projet, aujourd'hui, il y aurait certainement un trou béant à la place de la forêt sur le territoire de Guyane. Et donc du coup, j'avais envie aussi de montrer qu'on peut inventer un droit nouveau. Déjà, il faudrait intégrer dans notre droit la possibilité pour les forêts de disposer de droits fondamentaux, du droit au respect de l'intégrité de ces forêts, du droit à la préservation de ces cycles vitaux, et le droit de l'ensemble des composantes de la forêt à avoir justement leur intégrité préservée, dans le sens où une forêt, sans ces animaux par exemple, n'est pas une forêt. Les animaux ont une part active au renouvellement de la forêt par la dissémination des graines et d'autres activités qui sont absolument nécessaires au renouvellement de la forêt. Donc chaque entité présente dans la forêt a un sens, a une place. Et donc
il faut aussi protéger à la fois la forêt comme un tout, comme une entité complète, comme une communauté vivante, et en même temps l'ensemble des entités qui façonnent et qui interagissent dans cette forêt. C'est notamment le cas de l'Équateur, par exemple, qui a reconnu des droits à la Pachamama, à la terre-mère, et donc aux forêts présentes sur le territoire d'Équateur, qui sont aussi des forêts amazoniennes, pour ça, et qui de la forêt primaire. Et donc, grâce à cet article, dans la Constitution, l'article 71 qui prévoit la reconnaissance des droits de la Pachamama, eh bien, le juge en Équateur a pu faire face à de nombreux projets miniers, de projets qui, par exemple, encore récemment, cette année, tentaient de s'installer sur des zones comme le parc de Los Cedros, avec une forte densité d'espèces animales et végétales en danger. Le juge a annulé purement et simplement les projets miniers délivrés justement pour incompatibilité avec les droits de la nature. Mais c'est le cas aussi dans l'État voisin en Colombie, où sur le fondement d'un recours qui a été porté par des jeunes qui s'offusquaient de voir que le gouvernement colombien, dans l'accord de Paris, s'était engagé à lutter activement contre la déforestation, bien que la déforestation n'était jamais allée aussi vite que depuis 2015. Et donc les enfants, les jeunes, ont saisi le juge dans cette affaire qui s'appelle l'affaire De Justicia, qui, parce que le cabinet d'avocats qui les accompagne s'appelle comme ça, le juge est non seulement allé dans leur sens et a reconnu que la déforestation de la forêt amazonienne était une atteinte directe aux droits des générations futures, à leur droit à la vie, à la santé, à la préservation de leur intégrité, mais que c'était aussi une atteinte directe aux droits de la forêt amazonienne. Donc c'est la première fois qu'un juge en Colombie énonce la personnalité juridique et les droits fondamentaux de la forêt amazonienne. Et donc dans de nombreux autres territoires, en fait, ces droits de la nature, ce mouvement, permet une refonte profonde, non seulement de la protection de la forêt, mais aussi des entités humaines et non humaines, des individus humains et non humains, qui sont directement dépendants de la survie de cette forêt. Et c'est ça qui m'inspire pour transmettre désormais ce droit. Je travaille en France, en métropole, avec un parc national. Je travaille et je suis invitée là bientôt d'ailleurs pour l'anniversaire du réseau des réserves naturelles de France. Ce mouvement des droits de la nature commence à intéresser de nombreuses institutions sur le territoire français. Aujourd'hui, les scientifiques ont mis en évidence que les arbres avaient non seulement des sens, mais en plus des sens bien plus nombreux que ceux des êtres humains. Et donc, il est absolument normal aujourd'hui qu'on se pose la question de leur place dans notre société en tant qu'entité. Et ce sont les derniers, en fait, à ne pas avoir de statut légal, puisque même les animaux sont désormais reconnus dans notre code civil comme des êtres sentients, des êtres doués de sensibilité, donc des individus à part entière. Pour les arbres, ce n'est pas le cas, alors même la science le dit aujourd'hui. Chaque arbre est un individu, est un réseau aussi, et une partie d'un tout. Une forêt est un ensemble d'individus interagissant. On sait qu'il y a des échanges qui se font entre les microbes et les champignons présents dans les racines, avec l'arbre lui-même, des échanges et des flux d'informations qui circulent dans ces grands réseaux. Et donc aujourd'hui, on est obligé de revoir même le statut juridique de ces arbres et de leur communauté, parce qu'il faut repenser notre gouvernance en entier pour les inclure eux. Et c'est ça qu'offre le mouvement des droits de la nature. Et comme le dit Christopher Stone, celui qui a pour la première fois théorisé le mouvement des droits de la nature en 1972, le droit a mis du temps, mais a reconnu les esclaves comme des sujets de droit. Avant, c'était des objets, les objets des maîtres, qui les exploitaient dans leur propre intérêt. Puis le droit a donné des droits aux femmes, nous a reconnus, nous, comme des personnes à part entière et pas comme des assistés, puisque le droit français, notamment le Code civil, prévoyait que la femme était donnée à l'homme comme l'arbre fruitier au jardinier pour lui faire des enfants. Donc la femme et l'arbre sont très liés en soi par ce statut qui dans notre premier statut dans le Code civil, nous étions l'arbre fruitier de l'homme pour procréer. Et donc encore une fois, un statut purement utilitariste.
Et le droit est un outil puissant pour repenser notre société. Et c'est donc avec toutes ces idées, toute cette conviction qu'on s'engage avec Wild Eagle justement pour faire changer la loi, pour entamer une mue et rendre le droit biomimétique, inspiré du fonctionnement des arbres, du réseau racinaire du règne végétal, et donc de repenser en fait notre droit comme à la fois adapté pour ces arbres et pour nous. Et merci Marine de ces paroles et de cette découverte. On arrive un peu au terme de notre discussion. Est-ce qu'il y aurait peut-être un conseil ou une chose que tu as envie de faire entendre ou de conseiller à celles et à ceux qui nous écoutent, une dernière chose par rapport aux arbres ou par rapport aux vivants, des choses qui sont à leur portée, hein, bien sûr, à notre échelle, quand on n'est pas juriste, quand on n'est pas avocat, quand on n'est pas allé en Amazonie française, enfin voilà. Et puis après, il y a une dernière question un peu de coutume, justement, de coutume dans ce podcast, qui est... ce premier podcast. Oui, mais ce podcast, dans le principe du podcast, on aura une question sur la fin, qui est de... Et donc, s'il y avait un vœu, un souhait, une possibilité, s'il te restait un souhait à pouvoir faire exaucer, lequel serait-il par rapport aux arbres, par rapport à ces écosystèmes et à ce milieu, à ce vivant dans lequel nous évoluons. Voilà, si tu avais un vœu à faire exaucer, lequel serait-il? Mais d'abord, quel conseil donnerais-tu à celles et à ceux qui nous écoutent? Mon conseil, c'est de s'interroger sur notre mission de vie, c'est-à-dire comment mettre en fait tout ce qu'on a à l'intérieur de soi, ses convictions, ses passions, ses talents et son temps, parce que le temps est précieux, au service de cette mission qui est de défendre le vivant et les forêts. Donc se poser la question comment on réoriente, si ce n'est pas encore fait, sa vie vers cette idée qu'il nous reste peu de temps pour agir et que donc notre énergie, elle est précieuse et elle peut venir en aide à d'autres non-humains pour conserver ces forêts, ces arbres. Et il y a de nombreuses personnes qui consacrent leur vie entière à la protection des forêts. Moi, en travaillant justement sur le terrain, c'est ça qui me donne énormément de courage, c'est que je suis en contact avec des gardiens et des gardiennes d'écosystèmes, de forêts, de bois, même des citoyens, il y en a partout en France qui s'attachent aux arbres sur les places publiques pour éviter des coupes ou des abattages d'arbres qui sont faits pour remplacer encore une fois ce qui est aujourd'hui considéré comme dans nos vies des espaces verts, mais qui sont en fait des écosystèmes complexes, abritant d'autres espèces et absolument nécessaires à notre bien-être. Eh bien, il y a énormément de gens qui aujourd'hui ont conscience, qui ont un lien d'attachement très fort à ces non-humains végétaux. Et donc ça me donne énormément de courage. Donc on s'arrête, on réfléchit de quel écosystème vous pouvez être le gardien ou la gardienne et d'investir votre énergie pour conserver ces écosystèmes. Et dans ta deuxième question... Un dernier souhait, un vœu principal. Mais après avoir écouté ce podcast, j'aimerais que chacun d'entre nous ou chaque auditeur, auditrice se pose la question de son rapport à l'or. Parce qu'une grande partie de l'or aujourd'hui restant sur notre planète est située justement sur des zones de très forte densité végétale, où il y a beaucoup de forêts primaires, que ce soit en Afrique ou en Amazonie. Et que du coup, notre consommation d'or, notamment pour les bijoux, puisque c'est près de 60% de notre consommation d'or est directement liée à la joaillerie, donc des besoins non essentiels, hein. Et bien qu'on se pose la question de consommer ou non de l'or, parce que c'est en Europe que se fait aussi une très grande part de cette consommation d'or, et que donc chacun d'entre nous a un rôle à jouer, que pour la plupart d'entre nous, personne n'a conscience qu'en achetant de l'or, on rase des forêts. Et c'est normal parce que sur les publicités, le marketing des grandes boîtes et des grandes marques de la joaillerie, évidemment, on a rarement une mine à ciel ouvert pour illustrer cette publicité, cet imaginaire créé autour de la joaillerie. Alors que justement, on a les moyens très concrets pour agir, qui sont à notre disposition, et de se dire, est-ce que oui ou non, je cautionne la destruction de la forêt amazonienne, le travail des enfants, parce que c'est aussi souvent très lié au travail des enfants, notamment en Afrique, et l'empoisonnement ou l'intoxication ou la destruction de peuples autochtones, dont le territoire est aujourd'hui assailli par ces entreprises minières.
Donc on parle rarement de l'impact de l'or et de la joaillerie dans notre société. Pourtant c'est vraiment nécessaire parce que c'est un lien très direct avec la protection de nos forêts. Merci beaucoup Marine pour ce temps ensemble et rendez-vous au prochain épisode de ce podcast Nous sommes forêt. Merci Marine de ton temps, de ton expérience et puis de ton engagement. Merci à toi. Nous sommes forêt. Que faire maintenant ? Vous pouvez avant tout décider de rejoindre et de participer à l'association ou au projet de la personnalité que nous venons de rencontrer. Leurs coordonnées sont incluses dans le descriptif de cet épisode. Vous pouvez également vous abonner pour nous soutenir et partager sur vos réseaux les témoignages de Nous sommes forêt. Vous pouvez aussi, bien sûr, nous donner des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et favoriser ainsi notre audience. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Nous sommes forêt.